on surnomme Conrad le militant. Conrad est très touché par les inégalités sociales, par les changements climatiques, et il essaie de travailler de son mieux à changer les choses. Dernièrement, il discutait avec Maurice. Maurice, il dit moi, quand j'étais jeune, là, il y en avait des tempêtes, puis l'été, il y en avait des canicules, puis, tu sais, aujourd'hui, il y a des canicules, puis quand j'étais jeune, il y en avait aussi. Puis Conrad essaie d'y expliquer la différence entre le climat et la météo. Puis il se démène. Mais Maurice comprend toujours pas la différence entre météo et climat. Dans le milieu de la transition, j'ai rencontré beaucoup de gens très intelligents qui, des fois, essaient d'expliquer des concepts complexes, comme le climat, à des gens. Des fois, les gens, ils comprennent pas rapidement ou pas du tout. Puis ça peut nous laisser frustrés quand on essaie d'expliquer des choses puis qu'on sent que l'autre ne comprend pas. On va essayer d'investiguer un peu comment fonctionne l'intelligence, comment se répartit l'intelligence. On va regarder d'un peu plus près deux profils d'intelligence qu'on retrouve chez plusieurs personnes dans le milieu de la transition socio-écologique. L'intelligence est la capacité de comprendre une situation et de s'y adapter. Et le test le plus utilisé en ce moment pour mesurer l'intelligence se nomme le WAIS. Pour Maurice, c'est difficile de comprendre la situation du climat. C'est difficile aussi de s'y adapter puisqu'il ne comprend pas la menace grave qui pèse sur l'humanité en ce moment. Alors que pour Conrad, c'est l'inverse. Il est très sensible, il comprend parfaitement les enjeux, il voit, il lit, il comprend les conséquences qui s'en viennent, il veut s'adapter, et pour ça, il faut qu'il arrive à convaincre les gens autour de lui d'embarquer dans un changement assez important de société. Dans la population, on trouve 34% des gens qui ont un quotient intellectuel, mesuré par le test WAIS, qui se trouve entre 100 et 115. Et on trouve 34% de la population qui se trouve entre 85 et 100. Plus on est élevé sur l'échelle du QI, plus on comprend facilement des phénomènes complexes. Les gens qui ont un QI de 70 et moins, on les considère comme souffrant d'une déficience intellectuelle. On a 68% de la population qui est ici, autour de la moyenne. Quand on essaie d'expliquer des concepts complexes comme la différence entre le climat et la météo, il y a des chances que des gens qui sont situés ici comprennent moins rapidement que les gens qui sont situés ici. 14% des gens ont un QI qui se trouve entre 115 et 130, et 2% des gens ont un QI qui se trouve entre 130 et 145. J'ai des bonnes raisons de croire que plusieurs personnes dans la transition socio-écologique manifestent un quotient intellectuel assez élevé. Et on va le voir quand on va parler de philo-cognitif. On poursuit avec l'intelligence, est-ce que c'est inné ou acquis? Pour déterminer si ça vient de l'hérédité ou est-ce que ça vient de l'éducation, on va investiguer auprès de jumeaux identiques qui ont malheureusement été séparés à la naissance. Donc, ils n'habitent pas dans la même maison. Et parfois, ils n'habitent pas dans le même pays. Le jumeau A, à quel point son quotient intellectuel va ressembler à celui du jumeau B? La corrélation entre les deux va atteindre environ 0,7 sur un maximum de 1. Si on était à 1, et que le jumeau A a 115 de quotient intellectuel, le jumeau B aurait assurément 115 aussi. Mais là, on n'est pas dans cette exactitude-là. Le test de quotient intellectuel, c'est pas parfait. La corrélation est de 0,7, ça veut dire, en gros, que si notre jumeau A a un quotient intellectuel de 115, notre jumeau B devrait avoir un quotient intellectuel qui va bouger de maximum 15 points autour de ce quotient intellectuel-là, de son jumeau A. Mais les chances sont très fortes qu'il soit proche. 115 puis 117, 115, 108. La corrélation est 0,7 pour une corrélation, c'est très fort. Le quotient intellectuel, ça me paraît important pour que Conrad parvienne à comprendre davantage pourquoi est-ce que Maurice ne comprend pas aussi vite que lui. De façon générale, comprendre les différences d'intelligence, je crois que ça peut aider à faire preuve d'empathie envers des gens qui comprennent lentement les explications ou parfois les comprennent pas du tout. Mieux comprendre l'intelligence, ça peut aussi aider à comprendre le profil de certaines personnes très investies dans la transition. Les philo-cognitifs, comme leur nom l'indique, aiment penser. Aiment penser le jour, aiment penser la nuit, se réveillent des fois, n'arrivent pas à dormir, le cerveau tourne tout le temps. Les philo-cognitifs ont un quotient intellectuel
à peu près supérieur à 125. On parle d'environ 2% de la population. Le langage est très développé, souvent assez rapidement, en très jeune âge, et très maîtrisé aussi. Et la compréhension aussi d'enjeux complexes, par exemple le climat, mais aussi des enjeux complexes qui peuvent toucher à n'importe quelle passion que les philo-cognitifs ont. Que ce soit la littérature, que ce soit la musique, que ce soit, ça pourrait être un mécanicien qui comprend très rapidement c'est quoi qui pose problème dans le moteur. Les philo-cognitifs comprennent vite les problèmes complexes. Ça ne veut pas dire que les philo-cognitifs comprennent tous les problèmes. Ça prend de la motivation. Un philo-cognitif qui n'est pas motivé par une tâche ne la comprendra pas plus vite. Pourquoi je pense que beaucoup de personnes dans la transition ont un profil de philo-cognitif? Typiquement, les philo-cognitifs ont un grand souci de justice. De justice sociale, de justice climatique, faire en sorte que l'environnement permette à tous de s'épanouir. On dénote aussi un grand sens de l'humour et une grande sensibilité, que ce soit la sensibilité des émotions ou encore la sensibilité sensorielle, des tissus sur la peau, une sensibilité à la lumière, une sensibilité au goût, aux odeurs, qu'on appelle souvent une hypersensibilité. Le premier profil de philo-cognitif est celui qu'on appelle le profil laminaire, dont un exemple est Mère Teresa. Mère Teresa enseignait en Inde à des petits Indiens démunis. Et un jour, elle se rend compte que sa vie au couvent, parce qu'elle habitait au couvent, dans des conditions relativement aisées de vie, elle se rend compte qu'elle est loin des pauvres, puis que ça a plus ou moins de sens à ses yeux, et elle décide de fonder une nouvelle congrégation religieuse, les Sœurs missionnaires de la Charité. Elle va s'investir à fond dans les Sœurs missionnaires de la Charité et habiter plus près des pauvres, travailler plus près des pauvres, dans la rue, à leur enseigner, à leur transmettre des connaissances, mais aussi à fonder des hôpitaux. Et son œuvre, finalement, va s'étendre un peu partout sur la planète. Elle a été particulièrement efficace dans le développement des Sœurs missionnaires de la Charité. C'est une personne qui était très travaillante, très exigeante envers elle-même et envers les autres. On reconnaît là des caractéristiques typiques du profil laminaire. On leur reconnaît un raisonnement analytique, rapide, efficace, et on constate aussi qu'ils sont souvent très bien adaptés socialement. Les gens les apprécient, ils se mêlent bien au groupe, ils répondent aux attentes des autres autour d'eux, que ce soit leur patron, leur professeur ou encore les enfants qui viennent pour recevoir un cours. Les laminaires se distinguent aussi par un profil de quotient intellectuel homogène. Il y a plusieurs sous-tests dans le test de QI, le WAIS. Par exemple, on doit placer des blocs, on doit retenir une série de chiffres, on doit résoudre des problèmes, on doit prévoir les éléments d'une série. Il y a des tests sur les connaissances langagières. Les laminaires réussissent généralement très très bien dans presque tous les tests, voire tous les tests. C'est ce qu'on appelle un profil homogène. On constate que les laminaires présentent un risque d'épuisement plus élevé. Ils répondent tellement bien aux attentes des autres, ils sont souvent très à l'écoute aussi des autres, ils vont être sensibles à la souffrance des autres et plusieurs d'entre eux vont finir par souffrir d'épuisement. Le deuxième profil de philo-cognitif, c'est le profil complexe. Notre exemple, ce sera Conrad le militant. Conrad avait commencé des études en architecture, qu'il n'a pas terminé. Il a occupé plusieurs emplois, pas en lien avec ses études, et il change souvent d'emploi. Des fois, il est carrément mis à la porte de son emploi parce qu'il répond mal aux exigences de son employeur, puis d'autres fois, c'est lui qui se remet en question et qui quitte. Conrad est très tourmenté par plein de sujets. Il pense beaucoup, il se réveille la nuit en pensant, il a plein d'idées, il est très créatif, très tourmenté par les changements climatiques et très tourmenté par le fait que quand il essaie d'expliquer les changements climatiques ou quand il essaie d'alerter les gens ne comprennent pas toujours l'urgence d'agir. Et ça le trouble beaucoup. Conrad se sent interpellé par plein de projets citoyens engagés. Alors, c'est très possible que vous le croisiez dans un projet ou non. Voici quelques caractéristiques de Conrad qui sont des caractéristiques typiques du profil complexe. Conrad a une insatiable curiosité. Il cherche par tous les moyens à stimuler son cerveau, qui a tendance à s'emballer d'ailleurs et à l'empêcher de dormir la nuit. Il peut lire le journal pendant 5 heures d'affilée, des articles qui l'intéressent. Il peut regarder des documentaires, discuter pendant des heures avec des gens quand des sujets le passionnent. Il va chercher la stimulation à tout prix. Il y a une grande créativité pour résoudre des problèmes, mais ça peut aussi être des problèmes pratiques. Par exemple, pour résoudre un petit problème de plomberie dernièrement, il s'est penché, il a démonté le lavabo, il a trouvé le problème, il a compris c'était quoi le problème d'abord, puis ensuite il a trouvé une solution au problème
Souvent, les complexes sont en décalage avec la société, puis ça leur fait vivre beaucoup de tourments. Les complexes laissent rarement les gens indifférents. Soit qu'on les aime, parfois on les adore, puis d'autres fois, ils font réagir les gens, puis les gens les fuient ou les gens les critiquent. Les complexes ne cherchent pas à être différents, ne cherchent pas à être pointés du doigt. Ça les fait souvent souffrir, mais généralement, quand ils se retrouvent dans un groupe, ils occupent une place, ils attirent l'attention, malgré eux. À noter la ressemblance entre Conrad et complexe pour le retenir. Les complexes souffrent souvent de remises en question très fréquentes. C'est quoi le but de ce que je fais? Est-ce que vraiment je suis à ma place dans mon travail? Est-ce que ça n'aurait pas plus de sens d'aller travailler dans telle autre entreprise? On note une hétérogénéité du profil intellectuel chez les complexes. Ils peuvent exceller dans certains tests, dans certains sous-tests du test de quotient intellectuel. Ils peuvent avoir des résultats très faibles dans d'autres sous-tests et parfois 96% de la population fait mieux qu'eux dans ce sous-test-là. C'est ce qu'on appelle un profil hétérogène. Enfin, ils ont une pensée en arborescence, c'est-à-dire qu'une idée fait penser à une autre idée qui fait penser à une autre idée, puis là, ils sont égarés. Les complexes, typiquement, ont de la difficulté à planifier des choses, ont de la difficulté à se discipliner et ont beaucoup de difficulté à maintenir de la constance dans leurs efforts. J'entends souvent des gens craindre la notion d'intelligence, soit parce qu'on a peur de mesurer notre propre quotient intellectuel, ou on a peur de finalement qu'on découvre qu'on n'est pas intelligent. On a beaucoup valorisé l'intelligence dans la société. On aimerait que tous soient intelligents. L'intelligence, au fond, c'est juste une caractéristique parmi plein d'autres caractéristiques. Il y a des gens intelligents qui sont très désagréables, puis il y a des gens avec une intelligence moyenne qui se démarquent par leur gentillesse, leur altruisme, leur sensibilité émotionnelle. L'intelligence, c'est une caractéristique qui permet de comprendre d'autres personnes, qui pensent différemment de nous, qui comprennent les choses à un rythme différent du nôtre. Ce qui me paraît être risqué, c'est de penser que toutes les autres personnes ont la même intelligence que nous, ont le même niveau de fonctionnement que nous. Je pense que ça peut mener à des problèmes de compréhension, puis qu'à partir du moment où on comprend mieux qu'il y a différents niveaux d'intelligence dans la société, on est plus à même de mettre les efforts pour s'expliquer plus exactement et mieux faire passer notre message.